Montre Mystère s'intéresse à la Royal Oak d'Audemars Piguet ou comment proposer une montre tout en acier qui coûte le prix de plusieurs montres en or. Une finition irréprochable caractérisée par un bracelet articulé et une lunette octogonale fixée par un joint et des écrous apparents. Bonjour et bienvenue dans Montre Mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alexandre, cette Royal Oak, c'est le pari fou d'Audemars Piguet. Et en effet, c'est un pari fou parce qu'il faut réunir trois ingrédients. Gérald Genta, designer de talent. Ensuite, une montre en acier qui est vendue au prix d'une voiture à l'époque. Donc ça rendait les gens fous. Et puis, troisième élément, on casse les codes dans le design. On sort de la montre de papa, on passe dans de la montre octogonale. C'est du jamais vu. En fait, il faut voir ça vraiment comme un tsunami d'inventivité, d'innovation et d'ingéniosité. Donc ça, si tu veux, choquer le monde horloger. Vraiment rien à voir par rapport à ce qu'on avait connu jusqu'ici. En général, il y a deux formes. La première, circulaire, parce que ça suivait en effet les rayons du soleil. Et avec le temps, dans les années 30, on a une montre forme rectangulaire ou carrée. Donc cette montre-là qui est octogonale, c'est du jamais vu. On parle de finition irréprochable. En effet, donc en fait, quand tu vas voir la montre, tu vas voir en fait au niveau des définitions, elle va être sablée, ça veut dire qu'on va la brosser hein, littéralement. Donc c'est pour ça que tu vas voir des fines rayures, comme si on avait poncé le métal, ce qui lui rend un côté un peu mat. Et puis après, il va y avoir, on va dire, des contrastes avec d'autres qui sont polis, donc plutôt brillants. Donc en fait, quand tu fais tourner la montre, il y a un mélange de côté mat, brossé et de polissage, donc qui rend le côté brillant. On parle d'une montre tout en acier qui coûte le prix de plusieurs montres en or. C'est quoi ce prix? Oui, alors en fait, à l'époque, il faut comprendre, les montres, par exemple, les plus connues, un petit Rolex ou d'autres choses, On est en quelle c'était, année là, tu parles? bah, par exemple, années 60, années 70, dans ces eaux-là. La montre, c'est 300 $. Il faut comprendre en fait que le salaire moyen d'un Américain, c'est 2000 $, tu vois, par mois. Donc, si tu veux, c'est comme si tu te faisais aujourd'hui bah, un petit plaisir d'acheter une montre pour 300, 400 euros. Et là, tu as le prix d'une voiture. Alors, le prix des voitures à l'époque était moins cher, mais dans la tête, c'était ah, c'est une voiture. Donc là, c'est comme si pour un objet qui était une montre, tu passais en fait à un investissement d'une voiture. Donc c'était complètement déconnecté de la réalité. Combien ce prix? Et de 3300 francs suisses. Donc en fait, si tu veux, c'est comme si aujourd'hui tu t'achetais une montre à 4000 euros. Alors aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était pas du tout normal. Alors, elle coûte le prix de plusieurs montres en or et comment, justement, Audemars Piguet a réussi à faire passer la pilule? Eh ben, c'est pas tout à fait passé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'idée, c'était de sortir une montre déjà entièrement en acier. Donc avec un bracelet acier, généralement c'était des montres bracelet cuir, hein, donc comme on les voit hein, aujourd'hui, hein, avec un ardillon, donc le bracelet classique. Et derrière, au niveau du marché qui était ciblé, c'était la jet set italienne. Donc c'est vraiment une montre ovni, qui a une histoire improbable parce que le marché cible, c'était des Italiens richissimes en vacances qui avaient besoin de nouveautés en termes de montres, voilà, que ça soit pas classique, ça sorte comment dire, de l'ordinaire. Et donc, pour le grand public, c'est pas du tout la cible. Alors justement, c'est pas la cible, mais avec le temps, cette jet set-là, elle l'a adoptée. Comment ça s'est passé? Eh ben, tu vas avoir cette jet set-là, en fait, qu'il a adoptée de la manière la plus évidente possible. C'est-à-dire que ce qui se ressemble s'assemble. Et quand tu vas avoir un monsieur Agnelli, donc patron de Fiat, qui se met à porter cette montre-là, ça change. Hein. Pour rappel, un Fiat possède Ferrari, donc ça te donne vraiment une autre ambiance. Ça veut dire que désormais, les codes de la richesse ont changé. Et quand quelqu'un de ce statut-là porte une Audemars Piguet, qui était déjà réputée, hein, mais la nouvelle référence, bon, bah, ça donne envie. Alors ce bracelet articulé, je suppose qu'il a été copié à de multiples reprises. Copié, mais est-ce que certaines marques ont réussi à l'égaler? Alors, ce bracelet-là, en fait, il est assez extraordinaire. En fait, il faut comprendre qu'on part de Gérald Genta, qui est un bijoutier d'origine, qui est devenu un designer de montres, notamment il l'a fait pour Bulgari, il l'a fait pour Patek Philippe. Voilà, entre autres, on peut citer la Nautilus de chez Patek Philippe, comme la Royal Oak d'Audemars Piguet, mais c'est avant tout la Royal Oak qui est la première montre, qui est la montre originelle. C'est-à-dire que cette montre-là est partie en fait d'une forme octogonale qui a après eu des déclinaisons. Donc chaque maison, en fait, quand elles ont vu que ça marchait, ce nouveau concept, elles ont toutes voulu en avoir un modèle qui leur soit propre. Donc c'est légèrement différent, mais on comprend à peu près d'où vient la signature. Alors j'en reviens à ce bracelet justement articulé.
Il arrache parfois les poils. Tout à fait. En fait, il faut comprendre, hein, c'est des maillons de base qui sont reliés avec des petits maillons entre eux, intermédiaires. Et donc, quand tu dis que ça arrache les poils, c'est parce que avant, les bracelets en cuir n'arrachaient pas les poils. Donc, si tu veux, il y a un nouveau confort, un nouveau style. Mais cette fois-ci, tu as le poignet qui brille. Mais le poignet plus lourd. Exactement, oui aussi. En termes de grammes, on multiplie par 2, par 3, par 4 par rapport à une montre classique. Oh, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une montre, en moyenne, elle doit te faire à peu près 90 grammes. Ça dépend après, ça dépend vraiment du modèle, ça dépend du calibre. Mais en tout cas, tu peux être sûr que ça l'alourdit parce que normalement, la montre, principalement, c'est le boîtier. Donc là, si tu mets un cuir, c'est beaucoup plus léger qu'un bracelet en acier. Donc le bracelet acier a alourdi, mais ça donnait aussi une autre façon de faire. On portait des montres lourdes aussi à l'époque et on aimait ça. Pas de souci d'oxydation avec l'acier. Alors non, en fait, si tu veux, l'acier, il a fait l'objet d'une évolution technologique assez intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on porte de l'acier 416L. C'est en fait un acier qui est très malléable, très facile à travailler. En fait, il faut savoir qu'il y a plein de typologies d'acier. Et cet acier-là, en fait, est fait pour ne pas être oxydable. Donc, il va durer dans le temps et justement, ça permettait d'avoir un élément moderne au niveau du poignet et de sortir, même de se départir de ce que pouvait être l'or qui coûtait, le platine qui coûtait, etc. Donc, ces éléments-là, en fait, ont été remplacés par l'acier qui a donné de nouveaux codes au niveau du porté et puis c'était aussi moins cher en termes de production. Donc, ça a intéressé tout de suite les manufactures suisses. Et j'en reviens à cette lunette octogonale fixée par un joint et des écrous apparents bien caractéristiques de la Royal Oak d'Audemars Piguet. Là encore, est-ce qu'on lui a repompé l'idée? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, dans l'idée qu'on a essayé de l'égaler, cette Royal Oak. Après, il faut se rendre compte que la Royal Oak, c'est, comme on disait au départ, c'est un pari fou, parce qu'il n'y a aucun lien avec l'horlogerie traditionnelle. C'est-à-dire que quand on parle de Royal Oak, il faut comprendre un royal, donc royal, oak qui veut dire chêne en anglais, donc le chêne royal. On repart en 1651 où il y a eu donc dans les histoires de guerre de religion et de pouvoir en Angleterre, notamment à un moment donné, le roi quitte une bataille et s'enfuit, se réfugie dans un arbre et a été protégé. Comme il a été protégé par cet arbre, ils ont décidé en fait à un moment donné de créer 8 navires en mémoire de cette bataille, donc notamment la bataille de Worcester en 1651. Et au cours de cette création de ces 8 bateaux, en fait, c'était des bateaux traditionnels du XVIIIe siècle, mais il faut savoir que ça a été une continuité, donc c'est toujours resté des noms. Et en fait, Gérald Genta s'est inspiré notamment de hublots qui étaient octogonaux et de plaques en acier de protection, donc au XIXe siècle, qui étaient rivetées. Donc, tu sais, les clous qui sont bien rentrés. Donc, on comprend la logique de l'interprétation du fameux hublot qu'on voit donc sur la lunette jumbo, donc qui veut dire épais à l'époque dans le modèle anglais, quand ils ont surnommé cette nouvelle lunette qui est complètement originale. Donc, elle sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, oui, tout le monde cherche à l'égaler. On voit d'autres marques, par exemple, qui essaient de développer leur première montre acier, un peu sport, voilà. Mais c'est très dur d'égaler l'original, surtout quand l'original est extraordinaire. Alors, cette Royal Oak, justement, elle a plusieurs décennies d'existence. A-t-elle évolué au fil des années? Oui, alors curieusement, très rapidement. C'est-à-dire que, en fait, elle est créée en 72 et en 72, elle fait un bid. C'est-à-dire qu'il faut attendre 3 ans pour avoir l'ensemble du stock qui s'écoule. La montre a pu être écoulée à 490 exemplaires première année. Alors voilà, on peut imaginer que c'était autour de 1000 unités. Voilà, c'était très précis. Bon, ils ont eu quand même un peu du mal. Mais il faut attendre vraiment, on va dire, 10 ans pour se faire. Tu vois, mais dès 76, on crée la version femme avec la designer Jacqueline Dimier, qui va créer une signature voilà, pour représenter celle de Genta, mais qui va un peu la féminiser en créant une montre bicolore, etc. Et dans ce modèle-là, tu vas avoir après, dans le temps, la Royal Oak Concept, la Royal Oak Offshore. Et en fait, ça, c'est un peu particulier parce qu'il faut partir d'une idée que cette Royal Oak, donc qui est octogonale, va être soit plus large, nous le concept de la Royal Oak Offshore, donc qui est vraiment, on va dire, la montre mastoc. Voilà, c'est pour ceux qui ont des gros poignets. Et la Royal Oak Concept, c'est un peu, on va mettre des complications, par exemple la supersonnerie, donc qui fait qu'on peut sonner les minutes ou les secondes, les quarts. Bref, c'est une complication qui est très précise, mais c'était là où on mettait un peu, on va dire, l'innovation. Donc c'est un peu aidé si la Royal Oak a se positionné. Donc ça a permis en fait de développer la gamme avec Royal Oak d'un côté, Royal Oak Concept, donc plutôt innovation, et Royal Oak Offshore, la mastoc. La Royal Oak, cher Alexandre, elle est masculine forcément ou peut être féminine également?
Elle est surtout les 2, c'est-à-dire qu'elle est neutre. En fait, on a l'impression qu'elle a des codes, on va dire, plutôt durs, tu vois? Plutôt côté, angulaire, octogonaux. Mais en vrai, quand tu la regardes, elle est pas si, c'est pas des bords francs, donc c'est pas droit ou dur. Elle est un peu arrondie, donc en fait, elle est entre les 2 et elle se porte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme je le disais tout à l'heure, Jacqueline Dimier, en 76, a fait une version femme et très rapidement, les femmes ont aussi une montre sport pour elles et c'était novateur. Alors, on arrive à la fin de notre épisode Montre et mystère sur la Royal Oak d'Audemars Piguet. Est-ce qu'il y a une chose absolument à savoir, cher Alexandre? Alors oui, là, ça, c'est un secret entre guillemets qui est bien discret. C'est-à-dire que la montre est arrivée avec format acier, et donc tout le monde a dit ah mon Dieu, c'est un format acier, elle coûte très très cher. Il faut savoir une chose, c'est que l'acier à l'époque, c'était dur à fabriquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même technologie d'acier, donc il a fallu la développer. Donc développer le prototype en acier, ça coûtait cher, c'était compliqué. Donc la première montre, premier prototype de la Royal Oak a été faite en or grise, beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à fabriquer. Donc ça a permis d'avoir un rendu très rapide. Donc voilà, c'est les petits détails pour montrer qu'ils ont commencé d'abord par du métal de qualité, et donc précieux, avant de passer à l'acier. Montre et mystère, c'est fini. Dans le prochain épisode, nous parlerons des montres des présidents américains, de celle à 100 dollars de Bill Clinton à la Tiffany & Co de Franklin Roosevelt. Vous allez en apprendre. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, si vous aimez Montre et mystère, n'hésitez pas à parler de nous à vos proches, amis et familles.